Chers doctorants, bonjour. Bienvenue dans votre formation doctorale en didactique. La conférence que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur l'écrit scientifique. Cette conférence est structurée selon le plan suivant. Introduction, qu'est-ce que les écrits scientifiques? Distinction entre écrits scientifiques de spécialité et écrits scientifiques de vulgarisation. Caractéristiques formelles, linguistiques et discursives des écrits scientifiques, structure des écrits scientifiques, le niveau lexical, le niveau morphosyntaxique, le niveau pragmatique, le niveau fonctionnel, variations dans les écrits scientifiques et enfin, conclusion. La maîtrise de l'écrit scientifique est importante. C'est un passage obligé et une priorité à reconnaître dans toutes les formations universitaires. Et ceci pour différentes raisons. L'expression écrite est une activité qui est poursuivie tout au long du cursus universitaire et cela sous différentes formes. Prise de notes pendant les cours, épreuves écrites d'examen et de concours, exposés, rapports de stage, rédaction de mémoire de master et de thèse de doctorat. Si le doctorant veut obtenir des promotions universitaires, il doit effectuer des enquêtes, des recherches, en faire bénéficier d'autres chercheurs et être reconnu par ses pairs. Il doit rédiger des articles et les soumettre à des revues scientifiques. Une question se pose. Comment aborder les écrits scientifiques si l'on n'a pas les outils conceptuels pour le faire? Les objectifs de la conférence sont de donner des définitions des écrits scientifiques, de faire connaître leurs caractéristiques linguistiques discursives, de faire acquérir la démarche scientifique, positionnement, raisonnement, argumentation, étayage. L'approche adoptée s'inscrit dans le cadre des analyses du discours qui ont pour objet de mettre en relation les caractéristiques linguistiques des écrits scientifiques avec les pratiques où ces écrits sont produits. Mon intention est d'exposer les principes de l'écrit scientifique en vue de transposer le savoir sur ce type d'écrit en un savoir-faire en lecture, analyse, production écrite lors des ateliers doctoraux. Je passe maintenant à des définitions des écrits scientifiques. Nombre d'auteurs ont des représentations plus ou moins différentes des écrits scientifiques et en ont donné différentes définitions. Ainsi, pour Berthelot, un texte scientifique, je cite l'auteur, un texte scientifique s'inscrit dans un contexte socio-culturel de production et de réception et répond notamment à trois critères: une intention de connaissance explicite de l'auteur, un apport de connaissances reconnu par une communauté savante, l'inscription dans un espace de publication identifié comme scientifique. Les critères qu'on peut retenir de cette définition sont le contexte de production et de réception socioculturelle, l'apport de connaissances, l'espace de publication, qui est un espace scientifique. La prise en compte du contexte socioculturel est importante, car la langue est un système de communication sociale. Elle véhicule des valeurs socioculturelles au moyen des codes qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qui varient selon les sociétés et les cultures. Et puis cette variation, elle se manifeste surtout au niveau de la forme et de l'expression scientifique. Une autre définition
est donné par Catherine Schneider-Derker. Cet auteur parle des textes qu'on pourrait dire savants, au sens où ils diffusent, construisent des savoirs et discutent de théories relevant de domaines spécialisés. Alors, ici, les critères de cette définition sont la scientificité, la fonction, diffusent, construisent des savoirs et discutent de théories. Les domaines concernés par les écrits scientifiques sont des domaines spécialisés. Fanny Rick propose une autre définition. Le discours scientifique est entendu ici au sens de discours produit dans le cadre de l'activité de recherche à des fins de construction et de diffusion du savoir. Alors là aussi, il y a activité de recherche, fonction, construction et diffusion du savoir. Autre définition, une définition plus extensive, celle de Françoise Bosch. Alors, elle définit les écrits scientifiques comme étant des écrits produits par des chercheurs, doctorants ou chercheurs professionnels, ayant pour but la construction et la diffusion du savoir scientifique de manière plus institutionnelle. Nous désignons par écrit scientifique toute production, article, thèse, acte de colloque, etc., reconnue comme telle par un cadre habilité pour le faire. Organismes de recherche, universités, mais aussi comités de revues scientifiques qui sont eux-mêmes constitués pour la plupart de chercheurs appartenant à ces organismes. Là, on a donc comme critère communauté de recherche de chercheurs euh, constituée par les doctorants ou des chercheurs professionnels, la fonction, toujours fonction, construction et diffusion du savoir, les genres d'écrits, articles, thèses, actes de colloque, la dimension institutionnelle des écrits scientifiques. Par ailleurs, en note de bas de page, l'auteur euh, définit les champs disciplinaires concernés par les écrits scientifiques. Alors, je la cite, dans le monde francophone, contrairement au monde anglo-saxon, l'étiquette écrit scientifique ne recouvre pas seulement les sciences dures et naturelles, mais également les sciences humaines et sociales. Alors là, on a l'activité de recherche, les genres, la fonction heuristique de construction et de diffusion du savoir, l'apport de connaissances, la scientificité, la dimension institutionnelle. Euh, la dimension institutionnelle de production. Alors, on passe, bon, la dimension institutionnelle de production est importante parce que ce type de production scientifique sont validés comme tels par des cadres institutionnels qui sont habilités à le faire, comme les comités scientifiques des universités, les laboratoires de recherche, les revues. Une autre définition est donnée par Marie-Christine Paulet, qui définit les écrits scientifiques, je la cite, comme des traces aussi élaborées, écrites d'une activité de recherche, articles des actes de colloque, thèse, mémoire de travail d'étudiants répondant à une fonction heuristique de construction, de diffusion de connaissances fondées sur des exposés raisonnés et de la discussion de théories soumises aux normes de recevabilité d'une communauté scientifique et légitimée par un cadre habilité à le faire, organismes de recherche, universités, comités scientifiques, comités de rédaction, promoteurs de mémoire et de thèse, professeurs d'université et d'écoles supérieures. Marie-Christine Paulet ajoute aux critères que nous avons relevés dans les définitions qui précèdent
l'écriture scientifique peut être conçue dans une approche littératie. Cette dimension linguistique, l'approche littératie, cette dimension linguistique doit être pensée dans le cadre de la littératie qui englobe des savoirs sur les fonctions de l'écriture, sur les types de discours, des savoir-faire, l'utilisation du lexique, de la morphosyntaxe, mais aussi sur les attitudes, les représentations, le rapport à la langue, à la lecture, à l'orthographe, à l'écriture. De sources variées, plus ou moins restrictives, toutes les définitions qui précèdent retiennent les critères suivants. Les conditions de leur production, qui sont les écrits scientifiques sont une activité de recherche, la fonction principale de construction et de diffusion du savoir, le caractère spécialisé donné par les domaines, les champs disciplinaires concernés par les écrits scientifiques, sciences dures, sciences appliquées, sciences humaines. Notre approche des écrits scientifiques s'inscrit dans la lignée des travaux de Fanny Rink, de Françoise Bush et de Marie-Christine Paulet. Nous avons choisi cette approche parce que c'est celle qui correspond le mieux aux objectifs de votre formation en didactique. Passons maintenant à notre point. Nous allons faire une brève distinction, je ne m'étalerai pas beaucoup sur ce point, une brève distinction entre écrits scientifiques de spécialité et écrits scientifiques de vulgarisation. La littérature scientifique constitue un ensemble de documents dont on peut distinguer l'écrit scientifique, dit de spécialité, celui qui constitue la monographie universitaire, essai, mémoire ou thèse ou article dans une revue à comité de lecture. Ce type d'écrit est nécessairement formulé par un spécialiste à l'intention d'autres spécialistes. Les sujets spécialisés sont généralement non partagés par des locuteurs d'une langue et nécessitent un apprentissage particulier. L'écrit scientifique de vulgarisation, c'est celui qu'on peut lire dans les magazines destinés au grand public. Cet écrit est tenu par un spécialiste, mais à l'intention de non-spécialistes. Cette différence de destination n'est pas sans incidence sur la qualité du style que revêt l'écrit scientifique. L'objectif de tout écrit scientifique est d'informer, d'expliquer, de convaincre. Le style scientifique de spécialisation est caractérisé par le souci d'objectivité, par la rigueur. Il se définit par des aspects formels, la précision terminologique qui permet d'éviter l'ambiguïté, la clarté de l'expression. Clarté d'expression, la clarté d'expression répond à la transparence des idées. La concision, qui est l'économie des moyens verbaux. La sobriété, c'est l'absence de fioritures, c'est-à-dire des ornements non essentiels que l'on trouve dans les écrits littéraires, par exemple. Et la sobriété est destinée à limiter la subjectivité. Ces aspects se reflètent dans le choix des unités lexicales, des tournures syntaxiques, de l'énonciation. Une distinction importante est à faire. L'écrit spécialiste, formulé dans un registre soutenu, régi par des écrits, par des critères de scientificité. L'écrit scientifique de vulgarisation est moyennement formel. Il se réalise en une langue courante, mais de bonne tenue. Nous passons à notre point,
celui de la structure des écrits scientifiques. Là, je ne m'étalerai pas non plus sur ce point parce que il sera abordé de manière plus approfondie au cours des séminaires de méthodologie. Donc, je rappelle un petit peu la définition de ce qu'on entend par écrit scientifique. Alors, l'écrit scientifique, c'est le découpage et l'organisation apparente de ce type d'écrit, ses composantes essentielles, les principales rubriques qui le constituent. Cette structure est nécessaire. Elle permet une meilleure compréhension des idées. Elle aide à la validation de la recherche par les membres d'un comité, d'une université, par les membres de jury de la thèse, de doctorat, par les membres du comité de rédaction de la revue dans laquelle l'article est publié. Un exemple de structure d'un article, j'ai choisi euh, celui qui est souvent utilisé, en particulier dans les sciences dures, dans les sciences appliquées. Hein, l'exemple de structure selon le plan IMRAD. Introduction, méthode, résultat, discussion. Alors, ce qu'on trouve dans une introduction, en général, c'est la présentation de l'objet de la recherche et les motivations de son choix, l'état de l'art, les points particuliers du sujet auquel les auteurs se sont intéressés et les motivations du choix, les objectifs de l'étude envisagée. Matériel et méthode. Le matériel concerne sur quoi le travail a été réalisé, par exemple des échantillons d'organismes microscopiques, échantillons de roches patients dans le domaine médical, les roches dans le domaine de la géologie, prélèvements dans le domaine de la biologie, par exemple. La méthode est le cheminement de la pensée pour parvenir à la connaissance, par exemple l'examen et l'analyse des faits, l'expérimentation sur le terrain ou en laboratoire. Les résultats sont la description du travail qui a fait l'objet de la recherche, les résultats d'une enquête, d'une expérience. Généralement, cette partie comporte des tableaux, des schémas, des figures. Dans la partie discussion, le chercheur donne un avis professionnel de ce qu'il pense du travail qu'il a accompli. Exemple, il dit si ces hypothèses ont été validées ou pas. Les différences avec les résultats observés, l'impact de son travail à la progression de la connaissance. Des éléments supplémentaires peuvent identifier un article scientifique, à savoir le titre, le nom du ou des auteurs de l'article, l'intitulé, l'adresse de l'unité ou du laboratoire où la thèse a été préparée, le résumé, les mots-clés, la bibliographie. Ce modèle de structure, bien qu'il soit universel dans le domaine des sciences exactes et celui des sciences médicales, des sciences appliquées, ne concerne pas toutes les disciplines. Dans le domaine des sciences humaines, par exemple, il est peu répandu. D'autres structures d'articles sont accessibles sur Internet. Je vous donne un exemple de ce type de structure d'article, structure selon le plan IMRAD, extrait d'un article de biologie marine, article intitulé Qualité et biomasse exploitable d'Artemia, salina, crustacés, anostracés, du Chott Merouane du nord-est d'Algérie, dont l'auteur est Mounia Derbal. Alors, j'ai relevé, je ne vais pas vous donner tout l'article, mais j'ai relevé quelques éléments de chacune des parties de l'article.
Dans l'introduction, par exemple, voilà, dans l'introduction, on trouve le crustacé est une petite crevette qui vit dans les lacs hypersalés, appelés chottes en Afrique du Nord. Elle représente l'aliment de premier âge le plus important dans les élevages de poissons et de crevettes. En raison de son importance et sa demande accrue par les aquiculteurs, son coût est très élevé, jusqu'à 500 $ par kilogramme. Dans cet article, plusieurs aspects de sa biologie et de son écologie sont abordés, notamment la taille, la qualité biochimique, la qualité d'éclosion des œufs et la biomasse exploitable. Partie matérielle et méthode, on relève le milieu d'études. La population d'Artemia provient du Chott Merouane, qui est situé dans la région d'El-Oued, au Sahara septentrional. Le climat est aride avec des températures qui atteignent 50 degrés. La salinité est très élevée et atteint la saturation. On relève également dans cette partie matériel et méthode l'échantillonnage et analyse au laboratoire. L'échantillonnage des crevettes a été effectué grâce à un filet à plancton. Les observations et mesures ont été effectuées grâce à un microscope oculaire. Les œufs ont été incubés dans des tubes cylindro-coniques en respectant les conditions standards reconnues. Pour la qualité biochimique, les acides gras ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse après extraction des lipides. Autre élément qu'on trouve dans cette partie, matériel et méthode, c'est les analyses statistiques. Les tests statistiques adéquats ont été appliqués pour chaque rubrique. Dans la partie résultats, j'ai relevé l'analyse biométrique et morphologique montre que l'espèce est Artemia salina. Les œufs et les larves mesurent respectivement 236 et 428 micromicrons. La qualité d'éclosion est meilleure après traitement au peroxyde d'hydrogène avec un maximum d'éclosion de 69%. La biomasse des œufs d'Artemia est estimée à 7,6 tonnes par saison. Les oméga-3 acides linoléniques sont relativement élevés, jusqu'à 25% des acides gras. Partie discussion, on relève Artemia salina du Chott Merouane est intéressante du point de vue biométrique et biochimique comparée aux souches les plus commercialisées du monde. La qualité d'éclosion peut être améliorée après traitement des œufs. Le peroxyde d'hydrogène a donné les meilleurs résultats. La biomasse des œufs est de 7,6 tonnes, ce qui vaut 2,3 millions d'euros par saison. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes de mise en valeur du Chott Merouane au moyen d'exploitation d'Artemia salina pour son utilisation en aquaculture. Je passe maintenant au niveau lexical des écrits scientifiques. C'est la caractéristique fondamentale de ce type d'écrit. Le lexique spécialisé d'une discipline donnée constitue sa terminologie. La terminologie joue un rôle fondamental dans la caractérisation des discours scientifiques. L'aspect sémantique de l'écrit scientifique vise l'économie sémantique formelle et la précision sémantique. La terminologie a tendance à contrôler la polysémie, à supprimer les synonymes. Le style littéraire vise l'emploi d'un même mot à des intervalles rapprochés.
En littérature, il est conseillé de chercher des variations élégantes en utilisant des synonymes. Mais à l'opposé, la clarté de l'écrit scientifique veut que chaque concept soit exprimé au moyen d'une même dénomination. Il est nécessaire d'utiliser un même mot pour exprimer le même phénomène tant dans le texte que dans la légende, les figures. Cette tendance de la terminologie à limiter le nombre de termes pour un même concept, à réduire la dispersion des formes, se justifie par l'intérêt à garantir une plus grande univocité dans la communication entre spécialistes. Le niveau, le lexique est le niveau le plus important dans la phrase. Et à l'intérieur du lexique, les nominalisations, c'est-à-dire la conversion d'une unité de la langue en un nom, par exemple un adjectif comme libre euh, qui devient un nom, libre, liberté, un, un verbe qui devient un nom, aligné, alignement, par exemple. Et les formes nominales en plus des formes verbales et adjectivales, qui tiennent un rôle important tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Je vous donne quelques exemples de formes nominales. Des syntagmes nominaux de type nom, préposition, nom. Un nom est joint à un autre nom au moyen d'une préposition, par exemple, liberté d'expression, impôt sur le revenu, harmonique de courant, compensateur à réglage d'inductance. Un autre type de forme nominale qui résulte d'une proposition relative abrégée, par exemple, quand on dit les études réalisées en Algérie, cela n'est qu'une forme abrégée de la construction des études qui ont été réalisées en Algérie. Un autre exemple est donné par condensateur commuté par des dispositifs mécaniques, qui est la forme abrégée de condensateurs qui sont commutés par des dispositifs mécaniques. On peut avoir aussi des formes verbales à mode impersonnel. L'infinitif peut avoir une vocation nominale, c'est-à-dire joint au moyen d'une préposition à un autre nom. Exemple, la nécessité de connaître, ou à un adjectif, par exemple, capable d'établir. La nominalisation contribue à la concision formelle des écrits scientifiques. Les écrits scientifiques sont composés d'unités lexicales pleinement articulées et comportent des expressions de forme graphique plus concises. Cette concision est surtout d'ordre abréviatif ou idéographique. Abréviatif, alphabétique, cette formation est de type lettrique, c'est-à-dire les mots sont constitués à partir de lettres. Par exemple, l'exemple des sigles. Des sigles, ce sont des unités qui sont formées par la combinaison des lettres initiales de différents mots qui constituent une expression plus vaste. Cette expression qui est plus vaste est appelée unité lexicale pleinement articulée ou encore développement. Voilà des exemples de sigles: CNRS, Centre national de recherche scientifique. La forme abrégée, le sigle, c'est CNRS, et la forme pleinement articulée est Centre national de recherche scientifique, ACDI, annuaire de la Commission
du droit international. CA, Cour d'appel. BICC, Bulletin d'information de la Cour de cassation. Un sigle peut être prononcé comme un segment complet, par exemple, laser et ZEC. Ce type de sigle prononcé comme une unité lexicale simple s'appelle acronyme. Alors, laser, par exemple, est un acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Excuse pour la prononciation. ZEC, acronyme de zone d'exploitation contrôlée. On dit une ZEC des ZEC. Un autre type d'abréviation constitue ce qu'on a des symboles abréviatifs qui peuvent être d'ordre alphabétique, formés à partir de lettres de l'alphabet. L'abrégement extrême d'un terme est la formation réduite à une ou deux lettres. Exemple, Ca calcium, H hydrogène, RH rhésus, Hg argent, C coulomb, pH potentiel d'hydrogène. Il y a aussi des lettres, en plus des lettres latines, il y a des lettres grecques qui peuvent en minuscules ou en majuscules et qui caractérisent les écrits scientifiques. Exemple, gamma, rayon gamma, sigma, delta, pi, microfarad, ohm. Les symboles abréviatifs répondent à un accord entre savants. C'est une entente qui est parfois internationale. Le monde entier s'accorde pour désigner l'argent, par exemple, par Hg. Hg se réfère au vieux nom d'hydragir et non pas aux lettres formant argent. Les idéogrammes sont des unités numériques et des symboles spéciaux. Par exemple, pourcent, supérieur, égal, degré, différent, cuivre. Il y a les symboles qui désignent une structure mâle et femelle. Hein. Pour cuivre, on a le symbole de la structure femelle. Et ces symboles mâles et femelles sont issus de représentations astrologiques. Euh, Mars est le symbole féminin et Vénus masculin et Vénus le symbole féminin. Les idéogrammes sont également régis par un code mondial. Du point de vue formel, la fréquence des formes savantes et le caractère international des termes contribuent à la concision des écrits spécialisés et facilitent la communication internationale. Alors, nous avions dit que la terminologie caractérisait les écrits scientifiques, mais outre cette terminologie, les écrits scientifiques sont caractérisés par un lexique appelé lexique transdisciplinaire. Ce lexique est défini, je cite Agnès Tutin, il correspond au lexique stable du genre par opposition au lexique disciplinaire propre à une sphère scientifique particulière. Alors, dans les écrits scientifiques de différentes disciplines humaines, appliquées, sciences dures, on trouve des unités lexicales qui sont communes à ces différentes disciplines, comme par exemple problématique, hypothèse, méthode, analyse, résultat, conclusion, voilà des exemples de noms, des exemples de verbes, présenter, établir, distinguer, supposer, organiser, conclure.
Des expressions complexes, mettre en relation, c'est-à-dire en ce qui concerne, d'une part, d'autre part, en revanche, dans le but, ci-dessus, etc. Ce lexique non terminologique renvoie à la démarche et aux autres activités scientifiques et au raisonnement. Il n'est pas spécifique aux écrits scientifiques. On le trouve aussi dans la langue commune. Euh, Ce lexique permet de caractériser la démarche scientifique. Il est au cœur de l'argumentation, je cite Drouin, de la structure du discours, de la pensée scientifique. L'argumentation est très importante dans les écrits scientifiques. Je passe maintenant à un autre niveau, celui de la morphosyntaxe. La terminologie est la base des écrits scientifiques, mais elle n'est pas l'unique élément de ce type d'écrit. Elle s'associe à une grammaire, à une syntaxe, à un mode d'expression des idées qui s'influencent l'un l'autre. Alors, comme caractéristique morphosyntaxique des écrits scientifiques, il y a certaines catégories grammaticales. L'écrit scientifique se caractérise par l'emploi d'un système de pronoms personnels qui est restreint. À l'écrit, les deuxièmes personnes du singulier et du pluriel font presque entièrement défaut car il n'y a pas de destinataire adressé directement. L'auteur s'efface derrière des expressions passives ou impersonnelles. Par exemple, peu de travaux ont été effectués à ce jour. L'hypothèse a été confirmée. L'écrit scientifique est caractérisé par l'emploi du pronom neutre il. Ce pronom est un simple indice grammatical qui sert à marquer la personne du verbe troisième personne du singulier. Exemple, il est important de souligner, il est clair qu'il est indispensable de vérifier, etc. Les pronoms on et nous, on constate, on note, on observe, on peut ajouter, on peut envisager, nous avons examiné, nous procédons, nous pouvons affirmer, etc. L'auteur emploie le plus souvent le nous dit de modestie au lieu du je. Dans ce cas, les adjectifs ou les participes qui se rapportent au nom sont au singulier. Par exemple, nous ne sommes pas convaincus, u, ou bien ue au féminin. Dans les recherches collectives, le pronom nous n'est pas un nous de modestie à proprement parler et on peut avoir toutes les possibilités. Nous nous sommes aperçus, une seule personne qui parle, pas de S, pas U à la fin, aperçu féminin, aperçu US masculin pluriel, aperçu UES féminin pluriel. Une autre caractéristique des écrits scientifiques, c'est la prédominance du présent de l'indicatif. Alors, il y a des auteurs ont fait une évaluation de l'emploi de ce temps dans les écrits scientifiques. Comme à titre d'exemple, Kukurek a relevé 85% des verbes dans les écrits scientifiques sont au présent de l'indicatif. D'autres auteurs ont montré que dans les écrits scientifiques des sciences humaines, il y a un emploi plus grand des temps du passé. Donc, cet emploi du présent de l'indicatif permet de présenter des faits qui se déroulent au moment où les énoncés
où sont au moment où ils sont énoncés, présents d'actualité, comme par exemple nous observons, nous considérons, nous émettons l'hypothèse, d'exprimer des vérités durables, présents perpétuels ou atemporels. Exemple, par exemple, une équation et en mathématiques une relation en général, une égalité contenant une ou plusieurs variables. Les équations peuvent être de nature diverse, emploi occasionnel du passé composé et du futur, notamment dans les débuts des chapitres et les conclusions partielles, de manière à faire les liens entre les paragraphes ou les différentes parties du travail. Par exemple, voilà un exemple tiré d'une thèse de doctorat de physique. Nous avons vu dans le premier chapitre que la zone de réglage du compensateur, la tension aux bornes peut se mettre sous la forme. Autre exemple avec l'emploi du futur. Nous étudierons dans le dernier chapitre les résultats obtenus par simulation pour différentes conditions de fonctionnement, réseau avec compensateur équipé ou non d'un signal additionnel pour améliorer le fonctionnement. Autre caractéristique morphosyntaxique des écrits scientifiques, c'est la prédominance des phrases de type déclaratif sur les autres phrases. Cet emploi est considéré comme le plus adéquat car il permet d'énoncer un fait, de présenter des démonstrations, des résultats obtenus, les réponses apportées aux questions posées. La phrase de type impératif, caractérisée par l'emploi de la première personne du pluriel, exemple, notons, supposons, considérons, et la troisième personne du singulier ou du pluriel du subjonctif soit, est relativement fréquente. L'emploi des phrases interrogatives qui peut être considéré comme assez typique du discours didactique. Les phrases interrogatives sont fréquentes dans les polycopiés des cours universitaires. La modalité interrogative se trouve également dans les questions auxquelles le chercheur se propose de répondre au cours de sa recherche. Exemple, extrait d'une introduction d'un chapitre de mémoire d'HDR en mathématiques. Le 10e problème de Hilbert demande de trouver un algorithme déterminant si une équation diophantine admet des solutions entières. C'est en 1970, après les travaux de David Putman et Robinson, que Massage, bon, je m'excuse, là, je n'arrive pas à prononcer ce nom, démontre qu'un tel algorithme n'existe pas. Mais qu'en est-il si l'on recherche des solutions rationnelles plutôt que des solutions entières? Autrement dit, y a-t-il une méthode systématique permettant de déterminer si une variété algébrique a un point rationnel? Cette question reste notamment ouverte de nos jours. Structure de la phrase. L'écrit scientifique est caractérisé par deux faits langagiers. La description, puisqu'il s'agit de décrire, de rapporter des faits. L'explication, puisqu'il s'agit d'éclairer le destinateur, de l'information sur les conditions, les causes et les conséquences de l'apparition de ces faits. Une ressource de ces types d'activités langagières est l'emploi des phrases complexes. La complexité de la phrase réside surtout dans sa longueur, dans l'enchâssement de plusieurs propositions subordonnées, P1, P2, P1, etc., dans la proposition principale P1 au moyen de plusieurs conjonctions de subordination et de coordination. Les propositions sont identifiables par un verbe conjugué. Voici des exemples. Premier exemple, extrait d'un ouvrage d'informatique. Le flux est une
Le flux est une collection d'objets qui se déplacent vers un fichier séquentiel, tout comme des enregistrements fixes. La différence entre les deux est que peuvent, les objets peuvent être polymorphes, c'est-à-dire différents les uns des autres. Alors, dans cette phrase, 4 verbes et 4 propositions. Deuxième exemple, extrait d'un cours de physique. La force de Coulomb constitue une interaction à deux corps, ce qui signifie que I, l'ajout d'une ou plusieurs particules à une partie de particules chargées ne modifie pas la force mutuelle entre ces deux particules et que II, la force nette exercée sur une charge par un ensemble de charges, est la somme vectorielle des forces de Coulomb exercées par chacune des charges. Bon, il y a une formule, hein, je ne lirai pas de peur de ne pas savoir la lire, ce qu'on appelle aussi le principe de superposition. Alors ici, on a une longue phrase avec cinq propositions. Le style télégraphique utilise des phrases simples, des phrases qui parfois sont sans verbe. Il est généralement employé dans les comptes rendus, dans les instructions, dans les notices d'utilisation écrites. Je vous donne un exemple extrait d'un TP de chimie. Hygiène et sécurité. Les deux issues de la salle TP sont accessibles et non fermées à clé pendant le TP. Il est strictement interdit de fumer, boire et manger. Travailler avec soin et méthode. Travailler en position stable et se déplacer sans courir. Pas de paillasse encombrée. Ne pas aspirer des substances dangereuses en utilisant des pipettes munies de pro-pipettes. Tous les flacons doivent être étiquetés et fermés après usage. Ne pas reverser dans le flacon une solution traversée ailleurs ou le reste d'une pipette. Une description linguistique ne peut suffire à indiquer les informations fournies par un écrit scientifique. Une situation de communication spécifique nécessite des formes discursives appropriées, déterminées par la spécificité des éléments qui interviennent dans un processus de communication. Aussi, pour bien caractériser les écrits scientifiques, en plus du niveau linguistique, lexical et morphosyntaxique, nous rendrons compte d'autres particuliers de ce type d'écrit, ce qui concerne les niveaux pragmatiques et fonctionnels. La pragmatique est une discipline de la linguistique qui se donne pour objet la description de l'emploi de la langue et non de sa connaissance. L'analyse des écrits scientifiques doit tenir compte des conditions pragmatiques fondamentales de la situation de communication. Je cite Bernard Spillner qui dit cette communication s'élargit au point de devenir une analyse du discours spécialisé. Alors, font partie de la communication, on doit prendre en considération dans la communication scientifique par les partenaires de la communication, c'est-à-dire qui peuvent être des spécialistes d'un même domaine, des spécialistes de domaines différents, un spécialiste qui s'adresse à un non-spécialiste, le type de communication, communication écrite ou orale, communication privée ou communication publique. Tout ça nous permet de mieux comprendre les caractéristiques des écrits scientifiques. Le niveau pragmatique des écrits scientifiques porte sur des éléments qui permettent de mieux distinguer un écrit qui s'inscrit dans la communication scientifique d'un écrit qui relève de la communication générale.
En prenant en considération le paramètre pragmatique, on peut affirmer que les écrits scientifiques sont spécifiques par rapport à trois points de vue: le sujet, les utilisateurs et les situations de communication. La communication porte sur des sujets à caractère scientifique. Les écrits scientifiques sont usités par des chercheurs. Dans notre cas, c'est des doctorants ou ça peut être des chercheurs professionnels. Les conditions dans lesquelles sont produits ces écrits, ces conditions sont de type formel et sont régies par des critères scientifiques. Autre caractéristique des écrits scientifiques, c'est au niveau fonctionnel. Une langue est utilisée non seulement pour communiquer, mais aussi pour assumer d'autres fonctions. En ce qui concerne l'écrit scientifique, deux fonctions sont privilégiées, la fonction référentielle et la fonction métalinguistique. La fonction référentielle consiste à dire quelque chose sur quelque chose ou de quelqu'un, à décrire, à analyser un fait, une situation. Elle est tournée vers le référent, l'objet dont on parle. La fonction principale des écrits scientifiques est d'informer et d'échanger des informations sur un sujet scientifique. Dans le domaine des sciences, les communications sont de nature référentielle. Les écrits scientifiques ont souvent recours à des analyses, à des définitions, à des descriptions, à des commentaires, des explications, des arguments, des citations, des exemples. La fonction métalinguistique est indispensable au discours scientifique. Elle permet de parler de la langue, de définir les mots et d'expliquer les notions. Passons maintenant aux variations dans les écrits scientifiques. Nous avons donc donné leurs principales caractéristiques, mais lorsqu'on examine des écrits scientifiques, on va remarquer qu'il y a des variations. Alors, je rappelle les principaux caractéristiques des écrits scientifiques. Il vise l'objectivité et la dépersonnalisation au moyen de l'emploi des verbes au présent de l'indicatif, du pronom nous, du pronom il. Il vise la concision, l'emploi de tournures impersonnelles. Mais il faut souligner que la présence de tels éléments dans les écrits scientifiques n'exclut pas qu'ils puissent aussi présenter une certaine variation. Maria Teresa Cabré donne des exemples. Alors, les écrits scientifiques prennent la forme d'un dialogue implicite entre l'émetteur et le destinataire. Ils ne dévoilent pas explicitement les positions personnelles de leurs auteurs, qui peuvent néanmoins se retrouver dans les espaces formels du texte. Selon l'auteur, par exemple, dans ces écrits, on trouve selon l'auteur, à notre avis, nous pensons que. Ils cherchent à convaincre indirectement leur destinataire, bien que l'intention ne soit pas explicite. Ils argumentent, ils citent, ils exemplifient, ils explicitent. Ils présentent des éléments de type métalinguistique, comme des explications, des définitions. Moins le destinataire est spécialisé, plus le texte devra tenir compte des éléments métalinguistiques. Autre type de variation qu'on trouve dans les écrits scientifiques, l'emploi du présent de l'indicatif
peut varier selon les disciplines. Il peut aussi varier selon les différents types d'écrits scientifiques. Ainsi, par exemple, dans les écrits structurés selon le plan IMRAD, il y a un emploi contrastif des temps verbaux. Dans un article original de ce type, tout ce qui relate les modalités de l'expérience, ce que l'on appelle méthode, les faits qui ont été observés, c'est-à-dire les résultats, doivent être exprimés par des verbes au passé. Le passé doit aussi être utilisé pour ce qui se rapporte à l'expérience d'autres auteurs. L'utilisation du présent narratif pour exprimer des événements passés n'existe pas dans l'écriture scientifique et on n'emploie pas aussi le futur. Huguier donne un exemple, je le cite, une affirmation comme tous les malades qui ont le cancer du pancréas avec métastase ganglionnaire à distance de la tumeur meurent dans les 5 ans. Cette phrase est d'interprétation ambiguë. Si l'auteur ne respecte pas les principes du bon usage scientifique du temps des verbes, un verbe au présent, comme dans l'exemple qu'il a donné, ne permet pas de savoir si l'énoncé concerne un fait qui est unanimement admis ou bien s'il s'agit de l'expérience personnelle des auteurs. Autre exemple de variation, c'est celui de l'emploi du nous dit de modestie. Les écrits scientifiques sont considérés comme neutres avec effacement de l'auteur. C'est la raison pour laquelle on emploie le nous dit de modestie à la place du pronom je. L'emploi du je donne une impression un peu prétentieuse. L'identité de l'auteur peut être perçue comme non pertinente pour les résultats de sa recherche. Des travaux ont été réalisés au cours de ces dernières années. Je peux citer les travaux de Rink, de Reuter, de Tutin, qui ont montré que le pronom nous de modestie apparaît dans les écrits scientifiques, mais avec une fréquence plus élevée que celle du pronom je. Une des raisons évoquées par Reuter pour expliquer la transgression à la proscription du pronom je est, je le cite, la modestie ne représenterait plus une valeur primordiale pour l'auteur, mais celui-ci ressentirait plutôt le besoin croissant de souligner sa propre originalité, sa propre contribution au sujet, les pièces de mosaïque nouvelles qu'il apporte à la science. Fin de citation. Je conclus. Un écrit scientifique est un exercice académique exigeant. C'est une analyse minutieuse d'une question donnée. Il s'agit non seulement de mettre en valeur les capacités intellectuelles du doctorant, sa culture scientifique, sa compétence dans le domaine de spécialisation. Les écrits permettent aussi d'évaluer une thèse, par exemple, l'aptitude du doctorant à la recherche, à l'enseignement supérieur. Cette conférence m'a permis de vous exposer les principes de l'écrit scientifique. Ces éléments de théorie seront exploités lors des ateliers doctoraux consacrés à ce type d'écrit. À titre d'exemple, euh, euh, on, on vous montrera comment construire un objet de recherche, à le caractériser, le questionner, à établir l'état actuel de connaissance sur un sujet donné, euh, à confronter des concepts théoriques, à faire une synthèse, une synthèse de ces théories, à adopter une approche
On vous apprendra à exposer les enjeux d'une recherche. Euh, ces éléments théoriques peuvent aussi vous servir de point d'appui pour contrôler vos propres pratiques rédactionnelles. Bien, je termine. Je vous remercie de votre attention.